de la révolution copernicienne d'Emmanuel Kant. Ah, ce fameux Kant et ce fameux Copernic. Alors, copernicienne, c'est-à-dire Copernic. Qu'est-ce qu'a fait Copernic? Copernic est un astronome polonais, né en 1473 et mort en 1543, qui a révolutionné bien sûr l'astronomie, puisque le système géocentrique, depuis Ptolémée, deuxième siècle de notre ère, Ptolémée avait assis la Terre au centre de notre système solaire, et toutes les planètes, d'ailleurs, et même le Soleil, tournaient autour de notre, de notre planète. Donc il a instauré un système héliocentrique dans lequel le Soleil est au centre de notre système solaire et les planètes tournent autour de ce Soleil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a fait Kant? Puisqu'on parle d'une révolution copernicienne qu'a fait Kant. Kant, c'est un petit peu la même chose, parce que Kant, euh, de, euh, de Platon et d'Aristote, à partir de Platon et d'Aristote, l'objet est au centre de notre pensée, alors que le sujet connaissant tourne autour de l'objet. Pour Kant, c'est le contraire. C'est le sujet connaissant qui est au centre de notre pensée et l'objet tourne autour. Donc voilà toute la révolution copernicienne de Kant qui a été assise dans son fameux livre de 1781, La critique de la raison pure. Alors, bon, Emmanuel Kant, c'est un fatras, c'est un fouillis de mots, les uns sur les autres, les uns plus difficiles que les autres, absolument indéchiffrable, vraiment. Alors, un philosophe immense, 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 au même titre que Platon. Hein. On a dit que Platon était le plus grand philosophe qui existait. Hein. Il a écrit, et tous les autres philosophes auraient écrit en bas de page, quelques petites notes. Mais je peux affirmer, car j'ai beaucoup souffert sur Kant, je peux affirmer qu'Emmanuel Kant est un génie aussi fort que celui de Platon, sinon même supérieur. Mais c'est un piètre, c'est un piètre écrivain. Ici est pris d'une façon véritablement maladroite, maladroite pour écrire ses livres, pour écrire ses livres. Ça, c'est un fatras de mots les uns sur les autres. C'est quelque chose de... Bon. Alors j'ai beaucoup souffert sur le critique de la raison pure, mais une nuit m'est venue un petit peu la science infuse. J'ai remercié le ciel pour cela et j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Et depuis, je suis fanatisé par ce fameux Emmanuel Kant. C'est-à-dire, je vais au-delà de ce qu'il a écrit, je vais au-delà de ces livres qui sont trop difficiles à comprendre, trop difficiles. Alors, euh, 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 pour, euh, pour comprendre Kant, il faut remonter, il faut le comparer à Platon et Aristote, parce qu'on on peut pas comprendre Kant, notamment si on l'étudie comme cela, sans connaître les définitions platoniciennes et aristotéliciennes de la connaissance, par exemple. Alors, qu'est-ce que connaître pour Platon et Aristote? Connaître, c'est reproduire en notre intelligence, essentiellement passive, une idée de second degré, noema concept, qui correspondent à l'idée de la chose en soi. Alors l'idée de la chose en soi, où est-elle? Selon Platon, elle est dans le monde des idées, dans le monde intelligible. Et pour Aristote, où se trouve-t-elle? Eh bien, dans la chose. C'est pour cette raison que Platon est le père de l'idéalisme et que Aristote est le père du réalisme, voire de l'empirisme. Alors, pour Aristote et pour Platon, il y a des intuitions sensibles, mais également des intuitions intellectuelles. Aristote répétera constamment, lorsque je vois Socrate, je sais que c'est un homme, parce que le concept homme et d'humanité est compris dans la personne que je vois. Je sais que c'est un homme. Voilà.
Donc, pour Kant, la connaissance ne se livre pas à une connaissance intellectuelle. Pour Kant, la connaissance, connaître, c'est penser. Penser, c'est juger. Juger, c'est lier. Lier, c'est unir. Mais unir quoi? Un sujet avec un prédicat. Grâce à quoi? À une copule. À une copule. Donc, cette copule-là est extraordinaire parce que elle lie le sujet avec le prédicat. Voilà. Donc, il a construit toute sa philosophie, la critique de la raison pure, sur 4 niveaux, Emmanuel Kant. Euh, L'intuition pure, l'espace et le temps, les schèmes, les catégories, les principes synthétiques de l'entendement. Alors, voyons maintenant comment Kant appréhende l'objet, appréhende la chose qui apparaît. D'abord, selon Kant, il est décrit 3 synthèses. Une synthèse sensible, avec l'intuition pure et l'intuition sensible, une synthèse intermédiaire avec les schèmes, et une synthèse intellectuelle avec les catégories. Et il signale 2 schématisations. La schématisation subjective, une première schématisation subjective du réel avec l'intuition pure, et une deuxième schématisation subjective du réel avec les principes synthétiques de l'entendement. Alors voyons maintenant comment se situe l'appréhension de l'objet, du phénomène avec Kant. Le phénomène, où se trouve-t-il? Il se trouve dans l'espace, c'est-à-dire à l'extérieur de notre conscience. Il y a l'objet, c'est-à-dire la chose telle qu'elle nous apparaît, et derrière l'objet se cache quoi? Le noumen, l'essence, la chose en soi. Alors, euh, euh, l'espace est à l'extérieur de nous, le temps est à l'intérieur de nous. Kant disait, on ne peut pas penser la distance d'un point A à un point B que l'on trace sur une ligne, sur une ligne, c'est-à-dire une ligne d'espace, sans avoir une notion de temps. C'est-à-dire que pour aller du point A au point B, il faut quelques secondes, ou alors une minute, ou des heures. Hein. Tout dépend de ce que l'on prend comme exemple. Voilà. Donc, euh, il y a d'abord donc la, 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 la sensation, c'est-à-dire la sensation sensible, c'est la chose telle qu'on la voit, on la sent ou on la touche, etc. Donc la sensation et l'intuition pure. Alors, l'espace, qu'est-ce que l'espace? C'est la forme a priori externe, parce qu'elle est à l'extérieur, l'espace est à l'extérieur de la conscience, externe du sens interne. Le sens interne, c'est la conscience empirique. C'est la conscience qui perçoit. Qui perçoit. Maintenant, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la forme a priori interne, non pas externe, interne, du sens interne, c'est de la conscience empirique. Qu'est-ce qu'il y a après la sensation, c'est-à-dire la sensation, l'intuition sensible, et après l'intuition pure? Il y a les schèmes. Alors, les schèmes font que quelque chose remplit le temps. Les schèmes, euh, euh, hum, ce sont les catégories associées au temps. Les schèmes, c'est l'intermédiaire entre les phénomènes extérieurs et la pensée intérieure. Donc, les schèmes, bon, voilà, c'est quelque chose vraiment rempli de temps. Voilà. Maintenant, au-dessus, il y a les catégories. Quelles sont les catégories? Alors, les catégories, ce sont des systèmes de liaison. Il y a 4 classes de catégories. La classe de la quantité, de la qualité, de la relation et de la modalité. Voilà, les 4 classes. Maintenant, que peut-on dire qu'il y a au-dessus? Il y a au-dessus les principes synthétiques de l'entendement. Que sont les principes synthétiques de l'entendement? Ce sont les schèmes associés non plus au temps, mais à l'expérience. D'où les jugements synthétiques a priori dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, il y a 4 classes également de principes synthétiques de l'entendement. 4 classes. Les axiomes de l'intuition, les anticipations de la perception,
les, les analogies de l'expérience et les postulats de la pensée empirique. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des principes statistiques de l'entendement? Il y a l'objet X, l'objectivité. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la raison, c'est-à-dire le principe statistique de la perception transcendantale, la pensée. Euh, la pensée, c'est-à-dire la pensée qui ne saisit pas les intuitions, mais qui, euh, euh, qui, euh, qui saisit les idées suggérées par la pensée. Les idées sont suggérées par la pensée. Voilà. Donc c'est la fameuse aperception transcendantale de Kant. C'est le je pense, c'est le jeu transcendantal de Kant qui est en opposition avec le jeu, le jeu de cartésien de Descartes. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc il y a l'extérieur et il y a l'intérieur, hein. Donc vous avez vu les quatre niveaux, hein. L'intuition pure, le, la, les schèmes, les catégories, les principes statistiques de l'entendement. Et au-dessus de tout ça, il y a la raison, il y a la raison pure, c'est-à-dire l'unité de la perception transcendantale, l'unité synthétique de la perception transcendantale. Voilà, donc avant de terminer, j'allais oublier les jugements, les trois sortes de jugements. Il y a le jugement analytique, donc pierre est mortel, donc la mortalité se trouve en pierre et en tout homme, bien sûr. Jugement synthétique, tous les signes ne sont pas blancs, car il y a des signes noirs, c'est parce qu'il y a des signes noirs. Et les principes synthétiques de l'entendement, comme par exemple dans les principes synthétiques de l'entendement, il y a les synthétiques, c'est-à-dire la connaissance qui vient de l'extérieur, et quelque chose qui vient de l'intérieur, des a priori, qui vient de l'intérieur. Par exemple, lorsque je vois la condensation de l'eau, lorsque elle atteint 100 degrés, l'eau se met à bouillir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jugement synthétique a priori. Voilà. Donc, écoutez, c'est une petite hiérarchie que je vous ai donnée, qui est assez simple, et je pense que ça vous aidera beaucoup à étudier Kant et à passer vos examens sur Kant et à passer peut-être votre baccalauréat. Vous apprendrez beaucoup si vous relisez plusieurs fois ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.